Yo! Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Bonjour. mesdames, bonjour messieurs. Bonjour. J'espère que vous allez tous bien et toutes bien. On va attendre qu'il y ait un peu plus de monde et puis on va commencer. On se donne, allez, une petite minute en plus. Bonjour Monsieur Gilles. de Vasson. Est-ce que tu entends un peu le fan, le ventilateur ou... Non, je Ok, n'entends d'accord. pas tous les fans qui sont derrière toi. On va laisser ce qui est agile à Agile, hein? Agile. Bon, si on parle là-dedans, hein, on Si n'est on pas va là-dedans. sorti. Tu es sous, Pierre? On me l'avait jamais fait. Ah bon? Non, quand même. Non, je suis pas sous. C'est de l'eau plate. Voilà. C'est la fin de la session, donc je crois qu'on va bientôt commencer. Bonjour, bonjour tout le monde. Nous allons commencer aujourd'hui cette nouvelle session qui est la dernière des sessions. Mais pas la plus inintéressante, n'est-ce pas? Non, qui est la dernière dans l'ordre chronologique, mais en effet pas la dernière en termes de sujet et d'importance du sujet. Elle est très d'actualité. Je pense que tous les bailleurs de fonds sont là pour pousser, suggérer dans ce domaine-là. À toi, Gilles. En effet. Et donc, le fameux domaine dont il est question, c'est le domaine de la sous-traitance des fonctions en aval, hein, donc tout ce qui est en effet distribution et transport. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Donc, cette semaine, hein, vous avez travaillé sur les modules de la fonction, des fonctions qui sont en aval de la chaîne d'approvisionnement. Et vous avez fait le module 7 qui sont sur les fonctions capacitantes de la chaîne d'approvisionnement, ce qu'on appelle en anglais les enabling environment, hein, les environnements favorables, et les fonctions capacitantes de la chaîne d'approvisionnement. Donc, il y a eu plusieurs discussions qui étaient en cours par rapport au module 6 et au module 7. Donc, voilà, vous avez vu les différentes questions, les différents échanges auxquels vous avez participé. Je ne sais pas s'il y a eu des éléments qui étaient particulièrement problématiques, hein, notamment peut-être sur la gestion des stocks ou des éléments
qui sont ressortis en termes de questions et de discussions ou sur les échanges sur sommes-nous dans le même bateau. Je ne sais pas, Pierre, si tu avais des commentaires à faire là-dessus, si tu avais remarqué des choses cette semaine sur les éléments particuliers, notamment sur la gestion des stocks. Je crois que tu avais des éléments. Oui, enfin, on a profité pour affiner un peu les énoncés qui, à mon avis, mais je suis très puriste dans les termes choisis ainsi que les énoncés, pour être sûr que vous allez dans le sens qui le plus pédagogique. Donc, on en a profité pour affiner et vous avez peut-être été déboussolé par certains énoncés. Mais en tout cas, on a remarqué globalement qu'il y avait beaucoup de réponses. Les réponses étaient fournies, elles étaient longues. Et premièrement, et deuxièmement, on a trouvé que enfin il y avait un peu plus d'échanges. C'est ça qui joue. Certains échanges des gens du même pays et des échanges des gens qui ne sont pas du même pays et donc qui cherchaient à avoir plus d'informations ou des précisions. Et ça, c'est chouette. Mais globalement, vous avez fait un bon travail et rappelez-vous que c'est notre certitude, ça fait travailler avec ses pairs, ça fait partie du processus pédagogique tel il a été voulu par le directeur de l'éducation que vous avez devant vous, Gilles. À toi. Merci Pierre. Si on regarde ce qui s'est passé cette semaine, donc en effet sur les échanges, ça va partir trop vite du coup. Donc voilà, il y a eu des questions en effet sur les flux poussés, push, pull, flux tirés. Bon, il y a pas mal d'échanges en effet avec en général des modèles hybrides. Et c'est vrai que c'est ce qui fonctionne le mieux. Tous les produits, en fonction des profils de produits, des profils, des contextes, voilà, il vaut mieux privilégier une activité pool qui serait basée sur les commandes et sur les besoins estimés au niveau local. Et dans d'autres cas, c'est plus, sur certains produits, c'est plus le push qui va être privilégié. Donc voilà à peu près. Gilles, si je peux me permettre, vas-y. Et en fait, on a modifié le libellé pour vous inciter à être plus précis. Souvent dans les chaînes d'approvisionnement, et c'est l'expérience de Sanjay, de Gilles et de moi-même, c'est que vous avez différents produits, vous avez différents programmes qui ont des modèles différents. Souvent, le PEV pour les vaccins, c'est des flux poussés parce qu'on sait qu'on va avoir un certain nombre de personnes qui vont arriver avec un certain nombre de naissances. Donc, ça veut dire que c'est de l'allocation. On en a d'autres qui sont plus le VIH, qui sont plus de la réquisition, c'est-à-dire du flux tiré. Les produits MEG sont plus de l'allocation en règle générale, alors que les produits programmes sont plus de la réquisition, peut-être aussi parce qu'il y a plus de pression et parce qu'il y a plus d'argent et de capacité mise là-dedans. Mais on a mis aussi comme précision, qu'est-ce qui se passe en cas comment on appelle ça, les moustiquaires, des campagnes. Qu'est-ce qui se passe en termes de campagne? Est-ce que les campagnes, c'est de la réquisition? Donc, on a amélioré le processus grâce à vos réactions. Il faut rentrer dans le détail parce que la chaîne d'approvisionnement, souvent, c'est dans le détail. Et c'est pour ça que j'ai réagi à un certain nombre de personnes qui ont été un peu vagues, un peu synthétiques pour leur pays. À notre avis, c'est très différent selon les types de produits, les types de programmes et les activités. À toi, Gilles. Merci bien. Donc voilà les discussions et puis voilà aussi la discussion sur sommes-nous dans le même bateau avec les comparaisons en effet entre les différents modèles suivant les différents pays.
Je ne sais pas si parmi les participants qui sont là, que ce soit vous, Amour, Aude, Nicole ou Jogobet, si vous avez ou Ézéchias, si vous avez des commentaires que vous voulez rajouter, ou Yvan, si jamais vous aviez des points que vous vouliez préciser, voilà, n'hésitez pas, encore une fois, vous pouvez lever la main, discuter. Y a-t-il des personnes qui… Allô? Je prends la main. Oh, oui, c'est Amour. Oui, Amour, on vous écoute, allez-y. Oui, j'allais justement vous remercier par rapport à un complément d'information que vous avez eu à faire concernant les entrepôts, le nombre d'entrepôts qu'il y a au Bénin. Sinon, dans ma première réponse, j'avais juste identifié 3 zones, sans forcément aller dans les détails, parce qu'effectivement, par zone, quand on prend le cas de l'entrepôt central à Cotonou, c'est beaucoup de bâtiments qui font en fait le bloc d'entrepôt. Et donc, j'ai vraiment apprécié ce complément d'information que vous avez fait et j'ai juste voulu vous remercier. Merci. Oui, mais ça, vous voyez, vous avez des enseignants qui ont de l'expérience dans ces pays, qui peuvent en parler. J'ai fait pas mal de travail au Bénin que j'apprécie beaucoup, qui reste encore dans mon cœur. Et il y a beaucoup de choses, effectivement. J'ai travaillé sur un système redesign au Bénin, à Cotonou. Et en fait, pour les gens qui ne savent pas, historiquement, la Camé a des bâtiments, enfin l'ancienne Camé qui a été renommée, a des bâtiments qui sont quasiment sur la plage. Donc, c'est du prime, c'est génial. Vous allez dans les toilettes et vous avez vu sur la plage, c'est quand même royal, mais ce n'est pas du tout là que devraient être les entrepôts. Et il y en a beaucoup. J'en ai noté 4 ou 5. Ensuite, il y en a qui sont loués. Et ensuite, vous avez l'agence régionale de Cotonou qui est à 2 pas aussi. Bref, je ne vais pas m'étendre, mais voyez bien, alors quelquefois, vous n'avez pas les informations, mais pour porter une explication, une justification, rentrez bien dans les détails. Certains l'ont fait très bien. Gilles, tu veux que je prenne la suite? Bah, écoute, oui, vas-y, prends la suite. Okay. On rentre dans la présentation du jour là, sur la sous-traitance. D'accord. Monsieur Yvan, vous voulez parler? Non. Ah, Monsieur Hubert, allez-y. Ah, bonjour. Je tenais aussi à vous remercier par suite des suivis face à nos réactions. En tout cas, ça nous a édifié juste quand nous avons suivi vos réactions par rapport à ce que mon collègue Amour venait de réagir tout de suite et bien d'autres. En tout cas, nous avons vu qu'il y a eu des informations, qu'il y a eu flux d'informations qui nous ont permis vraiment d'être à la page suite à un suivi adapté et de qualité. Et une qualité qui fait de vous une force et que nous demandons que ça puisse rester à nous en vous prenant comme modèle, parce qu'il y a certaines informations qui nous échappent quand bien même nous sommes autochtones de ces pays-là. Alors quand ça échappe et quelqu'un d'autre qui en a, il vous les partage facilement. En tout cas, pour ces suivis-là, nous avons été vraiment très ravis et nous vous présentons les félicitations pour ces suivis. C'est gentil. Merci, Monsieur Hubert. OK. Ah, quelqu'un d'autre? Adou? Non? Si, Adou, pourriez-vous fermer votre micro? Je viens de vous prendre en cours, donc je suis un peu perdu sur le fil de la discussion. OK, vous allez voir, c'est très clair. On était en train d'analyser un peu qu'est-ce qui a été fait là durant la semaine. Il faut juste fermer le micro, s'il vous plaît. Merci. D'accord. Revenez vers nous si vous êtes continué à être perdu. OK, alors, aujourd'hui, on voudrait, dans ces 2 heures qui restent, discuter avec vous des tenants et des aboutissants de la sous-traitance. Comment sous-traiter et surtout comment sous-traiter. C'est sympa de parler de quelque chose de théorique, mais il faut surtout parler de quelque chose de pratique. Comment sous-traiter. Donc, encore une fois, le processus est toujours le même. Hein. Levez la main,
n'hésitez pas, on est disponible pour vous. Ça va être la dernière fois qu'on s'entend avant la remise du diplôme. Allez-y, on est là pour vous. Qu'est-ce que la sous-traitance? C'est engager un prestataire pour fournir à l'organisation hôte, on a appelé ça l'organisation hôte, mais l'organisation des services qui étaient auparavant effectués en interne ou inexistants. C'est important de faire la distinction. On peut faire beaucoup d'analogies avec le secteur privé lucratif. Quelquefois, ça n'existe pas et donc on voudrait acquérir ça, ou quelquefois ça existe, mais on pense qu'en interne, ce n'est pas totalement adéquat ou ce n'est pas super performant. On a listé ici quelques exemples. Quelles sont les activités sous-traitables en chaîne d'appro, le processus d'achat. Un exemple, le Fonds mondial et USAID. On va dire USAID pour être précis, même UNICEF et UNFPA n'ont jamais donné de l'argent à un pays pour que le pays achète lui-même. Jamais. Donc, en fait, c'est déguisé, mais c'est UNICEF, USAID et puis UNFPA qui, en fait, obligent les pays à avoir comme prestataire d'achat leur propre organisation, c'est-à-dire UNICEF Supply Division à Copenhague ou UNFPA Supply Division à Copenhague ou alors USAID qui lui-même sous-traite le processus d'achat aujourd'hui auprès de Chemonix. Le Fonds mondial, dans certains pays, quand le Fonds mondial a la certitude que le processus d'achat est de qualité, il donne l'argent au pays. Maintenant, souvent, il ne le fait pas et il demande à un prestataire privé de faire les achats du VIH, de la tuberculose et du palu. Ça s'appelle le processus PPM. Ensuite, deuxièmement, le bâtiment ou l'entreposage central ou intermédiaire. On peut louer un entrepôt, et pour parler du Bénin, le Bénin, comme dans beaucoup de centrales d'achat, loue, puisqu'il n'a pas suffisamment de bâtiments, il loue cette ressource. Et là, on tombe dans la case, oui, c'est inexistant ou c'est pas suffisant en interne. Et donc, on loue. C'est très intéressant. Le transport, troisièmement, international et national. On va beaucoup parler du dernier kilomètre. Est-ce qu'il ne faut pas le sous-traiter? Est-ce que c'est dans le rôle d'une centrale d'achat de faire du transport-distribution alors qu'elle a quelques camions qui sont souvent très vieux? Elle a des chauffeurs, mais elle n'a pas des camions qui, une semaine, doit être un semi-remorque 40 pieds, l'autre semaine, un 20 pieds. Elle n'a pas ça. Donc, elle est obligée de louvoyer avec des choses qui ne sont pas suffisantes. Très intéressant. Est-ce que ça n'apporte pas, dans ces cas-là, et je parle des trois processus, de la flexibilité à quel prix? Et c'est bien ça. Ensuite, la sécurité, la gestion de l'information. La plus courante, on peut dire que la sous-traitance la plus courante, c'est vraisemblablement le transport. Le transport qui est un peu un casse-tête. Beaucoup de pays ont un secteur privé lucratif qui, bon an, mal an, est performant et peut fournir une activité de sous-traitance, de transport. Voilà. Ici, on commence à rentrer un peu plus dans les détails. Les avantages, les problèmes qui existent dans les organisations du secteur public, c'est la colonne de gauche et les avantages que ça apporte. Un manque de compétences internes ou alors une forte rotation d'employés. Ici, l'intérêt d'avoir un prestataire sous-traitant, c'est qu'il peut obtenir cette spécialisation temporairement et puis surtout, comme ça fait partie du contrat, il a des spécialistes. Et les spécialistes seront là. Donc, ça veut dire que c'est pour lutter contre la rotation.
interne des employés. On dit le contrat sera 6 mois. Il y a un certain nombre, et peut-être que vous avez vu dans les réseaux, Madagascar qui souhaite avoir un assistant technique pendant 2 ans. Aujourd'hui, sur financement du Fonds mondial, ça prouve que c'est probablement pas disponible en interne à Madagascar. C'est des choses qui arrivent. Donc, on cherche la sous-traitance. C'est un cas de sous-traitance ici. Il y a des organisations 3PL. Comment on traduit ça en français déjà, Gilles? Third party logistique, on dit third party logistique. Hein. Ça ne se traduit pas. Ouais, je crois qu'on dit third party logistique. Donc ça, c'est globalement un organisme qui est très utilisé dans le secteur privé. Hubert, dès que je termine, on vous passe la parole. Qui est un intégrateur qui peut faire de l'entreposage, du transport-distribution, voire même de l'achat et de l'importation. Juste Pierre, pour clarifier, comme third party logistique, c'est-à-dire partie tierce logistique. Donc, en effet, il y a une tierce partie qui s'occupe de la logistique. C'est quand on considère qu'il y a un client qui peut être celui qui va recevoir les marchandises, un entrepôt central et une troisième partie là-dedans qui est le gestionnaire de la logistique. Voilà. D'accord. Donc, c'est un intégrateur et il peut à la fois intégrer, mais à la fois faire une de ces 3 activités ou alors faire ces 3. C'est très intéressant. Maintenant, c'est assez rare. Hein. C'est assez rare en santé publique. Deuxième aspect, des ressources limitées. Une question, peut-être que quelqu'un oui, voit, par ça. exemple, des micros qui sont ouverts. Quelqu'un a une meilleure traduction là, pour third party logistique en français? Yvan, par exemple? Non. Madame Madeleine? Madame Dacoury, Takou Madeleine? Non plus? Bon. Continue, Pierre, excuse-moi. Il y avait une main, il y avait Monsieur Hubert qui avait levé la main, mais peut-être que ça a été résolu. Monsieur Hubert, allez-y. Non? Ah oui, je voulais dire, juste quand vous parlez des PPM, si je pense, et c'est les processus de passation des marchés. Et alors, les 3PL, je ne sais pas si c'est ça. Non, 3PL, c'est les parties tierces logistiques. C'est quand il y a une troisième partie, un troisième acteur qui vient dans l'organisation de la logistique pour sous-traiter toutes les fonctions comme l'entreposage, la distribution, le transport, ce genre de choses. Ça vient de l'anglais third party logistique, donc tierce partie logistique. Ok. D'accord, merci. Ensuite, deuxièmement, les ressources limitées, donc accroître les ressources sans investir, infrastructures et employés. L'exemple de la CAME, l'ex-CAME au Bénin, mais ça se passe pour la CAMEG aussi au Burkina. Il n'y a pas assez de volume, il n'y a pas assez de bâtiments, et donc on sous-traite, on loue. Voilà, un assistance technique, c'est des ressources locales qui sont limitées et on demande à une personne extérieure de venir pour compenser ou pour former pendant un certain temps. Et effectivement, si on loue un entrepôt, on n'a pas besoin de construire un entrepôt. Maintenant, ça va dans la location, cet amortissement va se sentir. Troisièmement, un volume d'affaires insuffisant. Souvent, par exemple, UNICEF ou alors UNFPA, par exemple, pour les préservatifs, si UNFPA donnait de l'argent au Bénin, au Tchad et à la Guinée pour acheter leurs propres préservatifs, eh ben, le pouvoir d'achat et de négociation de la Guinée est assez limité par rapport à UNFPA Copenhague, qui a l'économie d'échelle
de peut-être 250 pays. Et donc, ce qu'ils achètent au niveau mondial, global, est gigantesque. Donc, ils ont un pouvoir de négociation gigantesque. Ça, c'est un exemple de volume d'affaires insuffisant pour la Guinée, alors que UNFPA, Supply Division de Copenhague, justement, augmente son volume d'affaires qui lui permet de négocier énormément et d'avoir des prix bien plus bas que si c'était géré d'une manière décentralisée. Ici, vous avez un autre exemple, les prestataires 3PL gèrent des demandes de plusieurs clients et consolident pour réaliser des économies d'échelle et facturer moins cher. Par exemple, si Bolloré Logistique avait un container qui vient de Shanghai et qui est arrivé à Bamako, il pourrait, si Bamako, le ministère de la Santé a en fait un demi-container de 40 pieds, donc c'est-à-dire du 20 pieds, et ben, probablement Bolloré Logistique va compenser ce vide en trouvant 20 pieds supplémentaires pour avoir un container plein. Donc ça permet de consolider et ça permet d'avoir des prix très très bas. Ça, c'est l'intérêt d'un 3PL. Une demande variable. Les 3PL sont capables de gérer la demande constante ou variable. Par exemple, si le transport était sous-traité dans un pays, je peux imaginer le Kenya, la centrale d'achat qui sous-traite quasiment toute sa distribution jusqu'au dernier kilomètre, la centrale d'achat KEMSA. Un mois, elle a besoin d'un 15 tonnes. Le mois suivant, elle a besoin d'un 7 tonnes. C'est l'information qu'elle transmet à son prestataire et le prestataire va mettre à disposition. Alors que la KEMSA, si elle avait eu sa propre flotte, elle n'a pas forcément cette flexibilité. Par contre, il faut que ça soit inscrit dans le contrat avec le sous-traitant. Donc, vous voyez, la sous-traitance, ça permet de variabiliser, de trouver de la flexibilité par rapport à une demande qui n'est jamais stable. Ensuite, le problème de l'organisation du secteur public a une prestation de service qui est inefficace. Et donc, passer par le privé à but lucratif permet d'associer à ce contrat des indicateurs clés de performance en disant si en interne on n'est pas performant, en externe, on va faire en sorte que le prestataire respecte ces indicateurs clés de performance et il sera payé en variable sur ces indicateurs de performance. Donc, ça permet de responsabiliser. Voilà. Gilles, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, il y avait des points qui avaient été en effet mentionnés dans le chat, notamment, voilà, Yvan avait mentionné quelques points là, sur les besoins de spécification, les ressources. Voilà, je crois que ça rentre plus ou moins dans les grandes catégories qui ont été précisées là. Et en effet, il insistait beaucoup sur le fait que ce soit des chats très stratégiques. Hein. En effet, la décision de sous-traiter des activités, que ce soit par le biais d'une externalisation ou par l'ajout d'un nouveau segment d'activité, c'est vraiment des décisions extrêmement stratégiques. Hein. Et souvent, ça vient avec des gros investissements en termes de réorganisation, en termes de systèmes d'information. Voilà, il y a beaucoup de choses qui viennent avec. Donc, en effet, ce ne sont pas des choix qu'on prend à la légère. Et 3 remarques à ça. Ce sont des bons sujets. Hein. C'est un sujet très intéressant, passionnant. On rentre dans le corps du sujet. Globalement, en santé publique, il y a une peur du privé. Pourquoi? Parce que, premièrement, le privé fait de l'argent. Moi, j'ai entendu ça en 2000, attendez, en quoi? En 2007, quand j'ai commencé à travailler à Vancouver. Et j'ai travaillé pour le ministère de la Santé et il m'a dit, mais on ne peut pas donner ça au privé. J'ai dit, mais pourquoi? Parce que le privé, c'est le diable. En 2022, on ne peut plus dire ça.
le privé fait une prestation et donc va faire une marge, que la marge soit excessive, à ce moment-là, oui, c'est le diable, mais que la marge soit raisonnable, ben, c'est normal que quelqu'un fasse de l'argent. Si le service est raisonnable et que la marge est raisonnable, personne ne perd. Mais c'est plus acceptable de dire en secteur public, il ne faut rien donner au secteur privé parce qu'il se fait de l'argent. C'est totalement réducteur, c'est rétrograde. Et j'avais regardé ma patronne en disant, mais attends, c'est pas possible. Ce qu'il faut, c'est bien les gérer. Si on les gère bien et qu'on crée de la compétition en faisant des appels d'offres, à ce moment-là, la marge sera raisonnable. Mais si le service est bon et la marge est raisonnable, tout le monde gagne. Donc, en effet, comme vous le dites, Angèle, hein, ce qui est très important, en effet, c'est d'assurer la qualité du service. Et c'est vraiment là qu'on pense que dans la relation avec le secteur privé, il y a en effet des contrats avec des obligations de résultats, comme vous le dites, hein, qui permettent en effet, si les résultats ne sont pas là, d'avoir une compensation financière. Et comme en effet pour le secteur privé, leur but c'est des buts financiers, hein, donc il faut en effet pouvoir travailler là-dessus, quoi. Donc c'est vrai que voilà, mais comme le dit Pierre, ce qui compte c'est d'avoir une bonne capacité en interne de gérer les fournisseurs, parce que gérer une flotte de camions c'est une chose, gérer un entrepôt c'est une chose, mais gérer une 3PL, un 3PL, une tierce partie logistique qui va gérer, c'est autre chose. Ce n'est pas le même travail que de gérer un prestataire de service que de gérer directement l'activité. Voilà. Donc, ce sont deux métiers différents. Exactement. Et un autre exemple, dans un certain nombre de pays, on m'a dit, on ne veut pas, les camions du secteur privé sont plus mauvais que les nôtres. Donc, je dis, montrez-moi votre flotte. Je suis allé voir la flotte. Je peux vous dire que la flotte, elle n'était pas rutilante. Hein. Donc, en fait, c'était un mauvais argument. Et on va le voir plus tard dans les diapositives. Est-ce qu'on a toujours les bons arguments? Est-ce que ce n'est pas la peur qui fait plutôt dire le secteur privé est plus pourri que nous? Non, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut véritablement faire une évaluation pour savoir qu'EMSA, à chaque fois qu'il y a un prestataire privé qui vient et qui vient charger, il y a un contrôleur qui regarde dans le camion pour savoir si le camion correspond aux normes. S'il ne correspond pas, à ce moment-là, le prestataire est notifié et il y a un malus parce que la qualité ne correspond pas à ce qui est attendu. Ça, c'est une chose. L'autre chose, on m'a souvent rétorqué, mais il n'y a pas assez de prestataires dans notre pays. Ah bon? Pourquoi il n'y a pas assez de prestataires? On a déjà fait un appel d'offres et on a 3 résultats, 3 soumissions. Montrez-moi votre appel d'offres. C'était un appel d'offres qui avait une durée de 12 mois. Comment le secteur privé lucratif peut être intéressé sur un projet et donc des investissements sur 12 mois? Ce n'est pas rentable. Et donc, on était rentré dans cette logique en disant, mais attendez, il faut créer le marché. À ce moment-là, faites un contrat de 2 ans avec 2 ans renouvelables. Maintenant, quand le privé voit 4 ans potentiellement, à ce moment-là, on peut faire des investissements lourds. Mais il ne faut pas prendre le secteur privé pour des gens qui sont stupides quand même. Et dernier point, il y a beaucoup et je vais m'arrêter là, de tender en anglais, en français, des appels d'offres qui sont tellement mal ficelés que le secteur privé ne va jamais soumissionner, il va dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne comprends rien. Donc, il faut être très professionnel avec les professionnels, être très clair et puis avoir tout un processus qui nous vient aux diapositives de l'achat. Comment créer un appel d'offres? C'est aussi avoir des termes qui sont clairs, avoir bien étudié le sujet et pas laisser au secteur privé de trouver la solution. C'est de proposer différentes solutions, de les faire venir, d'avoir une discussion pour qu'ils puissent poser les questions de ce qui leur paraît incongru. Faut pas demander un mouton à 5 pattes. Sans ça, vous n'allez jamais avoir et à ce moment-là, bien entendu, dans ce pays, personne ou 3 personnes ont soumissionné, ont fait des soumissions qui sont mauvaises,
Et donc, le pays a dit, ah ben non, on n'a pas de secteur privé lucratif qui peut faire du transport. En fait, le problème venait d'ailleurs. Voilà. Ensuite, est-ce que ce qui nous fait venir à la question, est-ce que la sous-traitance est recommandée partout? Et effectivement, c'est toujours en haut milieu. La solution est toujours au milieu. Que peut nous apprendre le Programme alimentaire mondial sous la sous-traitance? Nous avons ici le cas suivant que je vais lire. Le PAM utilise chaque jour environ 5000 véhicules dans le monde, dont la majorité est fournie par, Gilles, pourquoi tu me caches toujours les mots? Par des transporteurs privés. Il exploite 800 de ses propres véhicules uniquement dans des zones où il n'y a pas de marché commercial et où des itinéraires ne sont pas commercialement viables. Voilà qui est intelligent. Grâce à ses propres capacités d'expédition de fret et un ensemble de transporteurs privés préqualifiés, il gère les transports de manière rentable et maintient un niveau de flexibilité qui lui permet de rediriger les produits en route vers une nouvelle destination si les circonstances l'exigent. Depuis environ 50 ans, il gère des transporteurs privés qui assurent la distribution jusqu'au dernier kilomètre dans des conditions difficiles. Les contrats sont administrés par des équipes de gestion logistique du pays. Donc ça veut dire que ce n'est pas forcément des pharmaciens qui connaissent probablement le processus d'achat, mais sont-ils les plus adéquats dans la logistique? C'est une question qu'on peut se poser. Qui lance des appels d'offres semestriels par des biais des journaux locaux en mettant l'accent sur le coût, à condition que les transporteurs privés puissent démontrer leur capacité de livraison. La facturation se fait à livre fermé par tonne métrique. Les contrats sont à livre fermé. Ça veut dire que le PAM ne s'intéresse pas à la marge qui est faite sur cette facturation. Il considère que le prix est raisonnable. N'est-ce pas, Gilles? C'est ça que ça veut dire? Oui, à livre fermé, c'est ça. La facturation se fait à livre fermé par tonne métrique. En effet, c'est exactement ça. C'est qu'il ne regarde pas, il n'y a pas un breakdown comme ça peut se faire parfois quand on dit à livre ouvert. C'est segmentation. Tu es très anglais en ce moment. Segmentation, pardon. À livre ouvert, ça veut dire que le client et le fournisseur vont s'asseoir sur une table et vont regarder ensemble la structure du prix qui est facturé au client. Ils vont voir quelle est la marge, ils vont voir quels sont les coûts fixes, ils vont tout voir ça et ils vont tomber d'accord sur le montant acceptable en termes de marge. Ça se fait beaucoup hein, dans les UN notamment. Les Nations Unies travaillent beaucoup des fois à livre ouvert, mais dans le secteur privé, ça se fait aussi assez souvent. Voilà. Ça permet parfois d'avoir une approche assez équitable en fait des coûts. Alors, bonne question de Monsieur Jacques. Les facturations se font en tonnes métriques. Oui, parce que rappelez-vous, le PAM, c'est très lourd. C'est très lourd, c'est de l'alimentation. Est-ce que c'est adaptable aux produits pharmaceutiques? Probablement pas. Idéalement, c'est quand même du mètre cube. Du mètre cube, sauf pour les solutés qui sont des liquides et qui sont lourds. Mais globalement, tout ce qui est produit pharmaceutique, ce n'est pas très lourd. Donc, c'est plutôt du cubique. 1 mètre cube, combien ça coûte? En termes d'entreposage, un entrepôt se fout bien, ou un racking se fout bien quel est le poids. Bon, idéalement, il faut le mettre en bas, ce qui est lourd. Mais c'est plutôt 1 mètre cube. Combien de jours vous allez mettre 1 mètre cube, c'est-à-dire une palette, ou plutôt 1.1 fois 1.1 fois 1.1. Dans mes rackings, si c'est un jour, ça sera 10 €. 2 jours, 20 €. 3 jours, 30 €. C'est ça que Bolloré Logistique facture pour l'entreposage, pour le transport-distribution. Et souvent, c'est un mix entre le poids et le mètre cube. D'ailleurs, quand on envoie par DHL ou FedEx un produit ou par Amazon, la facturation, c'est la distance et c'est le poids et la taille.
Les contrats sont établis pour une période de 6 à 12 mois avec des évaluations de performance à la fin de contrat et des examens réguliers des indicateurs clés de performance. Oui, c'est ça le problème, c'est que la sous-traitance, c'est pas on sous-traite et on voit à la fin. C'est quotidiennement qu'il faut voir. Je vous ai parlé de la KEMSA. À chaque fois qu'il y a un camion d'un sous-traitant qui vient charger, il y a quelqu'un qui jette un coup d'œil pour savoir s'ils sont adéquats. Voilà. La concurrence est encouragée et plusieurs transporteurs privés sont souvent contractés pour la même itinéraire. Souvent, ça permet de garder un équilibre et une santé de la dynamique du marché. Souvent, on peut avoir, et je me rappelle l'avoir fait au Canada pour les vaccins, quand il y a des vaccins où il y a plusieurs distributeurs, on alloue 60% à l'un et 40% à l'autre. Donc, si le premier ou l'autre fait défaut, et ben à ce moment-là, on compense avec l'autre. Ça permet de garder un marché dynamique et de ne pas tuer la concurrence. Le PAM a établi des relations positives et durables avec les transporteurs et dispose d'un vaste ensemble de données historiques sur les prix. Ils sont excellents. Le PAM a toujours été excellent en transport parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Alors, quand sous-traiter ou non? Là, on parle de conditions internes, sachant qu'il va y avoir les conditions internes. Initialement, il faut comprendre les compétences de l'organisation. Si une centrale d'achat sont très forts à l'achat, ben, c'est peut-être pas probablement ça qu'il faut sous-traiter. S'ils sont faibles en transport-distribution, ben, voilà. Examiner le processus opérationnel pour identifier les activités peu performantes. Avoir la troisième pavé, avoir la capacité de gestion d'un prestataire externalisé, et dernier point, est-il techniquement et politiquement réalisable? Oui, on sait que sous-traiter dans le secteur public, c'est souvent très très mal vu. Techniquement, c'est mal vu parce qu'on comprend que l'organisation n'en a pas les capacités, et politiquement, un directeur n'est pas très content de le proposer. Voilà. Alors, ensuite, à droite, sur la compétence de base, quelle est l'expertise de l'organisation? Dispose-t-elle d'employés qualifiés, capables de gérer toutes les activités de la chaîne d'approvisionnement? La logistique, le transport-distribution est souvent bien placé ici. La raison pour laquelle on sous-traite, c'est qu'il nous manque des camions, il nous manque des entrepôts. En dessous, le processus opérationnel, quels processus sont performants, lesquels le sont moins? La sous-traitance peut-elle améliorer ses performances? Si on ne peut pas mieux faire que ce qui est en interne, ça ne sert à rien de la sous-traiter. N'est-ce pas? La capacité si par contre on fait moins et qu'on peut apprendre, à ce moment-là, ça vaut le coup de sous-traiter. La capacité de gestion des prestataires. Si on ne sait pas gérer un prestataire, eh ben, ça ne sert à rien de sous-traiter. Dispose-t-on de suffisamment de budget? Est-ce qu'il y a suffisamment d'employés et d'expertise pour gérer un fournisseur, un prestataire? Quels en sont les risques? Tout ça, c'est des bonnes questions à se poser. Vous voyez, souvent, si les acheteurs sont des pharmaciens, ce qui est souvent le cas dans une centrale d'achat, je ne parle pas des autres aspects, et qu'on leur dit il va falloir gérer un transporteur, il y a un contrat de sous-traitance de transport, pour eux, c'est différent que d'acheter des médicaments. Donc, est-ce que sont-ils à l'aise? Vont-ils accepter? S'ils acceptent, ont-ils les capacités de bien le faire? Ce n'est pas si évident de gérer un contrat de service. C'est quelquefois une technicité qui n'existe pas forcément ou qui existe d'une manière empirique. Et ensuite, sur le tableau, la faisabilité technique et politique, des compétences clés pour conduire le processus, une absence de contraintes de gouvernance ou financière quelquefois. L'organisation n'a pas Monsieur Adou, qu'est-ce qui se passe? Ok. Non. Parce que quand tu dis à quelqu'un, Abou, on vous entend.
Donc, vous faites attention. Donc c'est bon, hein, pour le... Donc c'est bon. On attend une négociation. Sanjay, can you stop that? Merci. La faisabilité technique et politique des compétences clés pour conduire le processus, une absence de contraintes de gouvernance ou financière. Ça, c'est aussi à étudier d'une manière très, très claire et avoir des réponses qui sont un peu plus sophistiquées que de dire non, on ne peut pas faire. Ensuite, les conditions externes. Ah, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Comment sous-traiter les conditions externes? L'analyse du secteur privé. Existait-il des prestataires appropriés sur le marché local? Encore une fois, on m'a souvent dit non, il n'en existe pas. Et ce n'était pas vrai. Un autre exemple, au Kyrgyzstan, en Asie centrale, il a fallu faire la tournée de tous les entreposeurs, de tous les grossistes répartiteurs pour leur dire on a besoin d'un entrepôt aux bonnes conditions. Est-ce que vous pouvez fournir? Et initialement, on pensait qu'il n'y en avait pas et en fait, on en a trouvé beaucoup. Ah, il y a monsieur Adou là. Et en fait, en expliquant qui on était, qu'on était un récipiendaire principal du Fonds mondial, qu'il y avait de l'argent, qu'il n'y avait pas de risque, qu'on avait les capacités, et on a découvert qu'il y avait un marché local. Donc, de dire, ça demande du travail d'analyser le secteur privé. Ce n'est pas seulement un appel d'offres derrière ces bureaux dans un bureau climatisé. Non, 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 ça demande de mouiller sa chemise, comme on dit, d'aller voir les gens qu'on connaît, leur dire, mais est-ce que vous ne connaissez pas d'autres personnes? C'est du travail, c'est du travail. Y a-t-il suffisamment de concurrence? Deuxième point. Troisième point, le prestataire peut-il atteindre des zones géographiques exigées, notamment pour les transporteurs? L'analyse coût-avantage. Ensuite, idéalement, pour une centrale d'achat, il faut qu'elle fournisse ça à son contrôleur de gestion, qui est capable de savoir, d'étudier les coûts et les avantages. Dans un pays que je ne citerai pas, le Fonds mondial a payé 3 véhicules, camions 4x4 réfrigérés, 20 pieds. Je les ai vus, mais pendant toute mon assistance technique, non utilisés. Quel est l'intérêt d'avoir ça quand l'utilisation en moyenne d'un véhicule, et je parle d'utilisation sur 6 jours ou 5 jours ouvrés, et sur 8 heures par jour, elle est moins d'un tiers, elle est moins de 30%. Quel est l'intérêt d'acheter des véhicules qui vont être utilisés à 30%, à la fois sur le jour et à la fois sur la semaine, alors qu'un sous-traitant peut nous fournir à l'heure, à la journée ou à la demi-journée pour beaucoup, beaucoup moins cher. Et en plus, en intégrant l'entretien, en intégrant l'assurance, en intégrant beaucoup d'autres choses, quelquefois le conducteur. Ça n'a aucun sens. Donc, quand on fait l'analyse, il faut créer le baseline. Et le baseline, il est rarement fait dans vos pays. Il faut faire ça d'une manière méticuleuse. C'est un peu facile de tuer l'idée de la sous-traitance en disant « Ah ben en fait, nos coûts internes sont moins chers. » Ont-ils été véritablement bien faits? Et c'est là où un LFA du Fonds mondial, c'est-à-dire l'auditeur, va auditer et va dire ben en fait, votre analyse, le coût-avantage, eh ben, il était très mal fait sur le baseline. Vous n'avez pas intégré ces coûts. Je suis actuellement en contrat avec la fondation Bill et Melinda Gates sur la Guinée. Et quand on m'a dit, ben, voici combien ça coûte, 1 500 €, je dis, mais ça inclut quoi? Et en fait, ça n'incluait pas l'assurance, ça n'incluait pas l'amortissement, ça n'incluait pas l'entretien annuel qui coûte extrêmement cher. Donc, c'est un peu facile. Les coûts globaux liés à la sous-traitance sont-ils inférieurs à ceux de l'autogestion de ce qui est en interne? L'opération de sous-traitance entraînera-t-elle une amélioration de la prestation de service? C'est toujours le problème. Ensuite, en noir,
ou plutôt en gris foncé, la maturité des processus des entreprises actuelles. Quel est le degré de maturité des processus des prestataires de services? Si c'est pour se mettre dans un nid de vipère ou dans un nid à problème, vaut mieux éviter. Respectent-ils les bonnes pratiques de stockage et de distribution? Peuvent-ils répondre aux délais et au volume requis? Tout ça sont des bonnes questions qu'il faut se poser, qu'il faut étudier en détail. Maintenant, un petit sondage qui va apparaître très rapidement grâce à Sanjay. Existe-t-il une activité qui est sous-traitée dans votre pays ou dans votre organisation? On vous demande de répondre oui si le transport, oui si l'entreposage est sous-traité. Maintenant, il peut être que partiellement. Et non, tout est géré par l'agence gouvernementale, c'est-à-dire la centrale d'achat. C'est un choix unique, ce qui n'est pas idéal d'ailleurs. Gilles, est-ce que tu veux prendre la suite? Avec plaisir, Pierre. Avec plaisir. À toi donc. Donc, je crois qu'on allait vers une période d'échange, de discussion. Il y a pas mal d'échanges qui ont eu lieu sur le chat et nous vous en remercions. Donc, merci pour cette participation. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires qui veulent être faits sur ce qui a été discuté jusqu'à maintenant? D'autres éléments que nous n'aurions pas évoqués? Bon, on peut continuer. Il y a une autre session de questions-réponses qui va venir très bientôt. Voilà la réponse au sondage. Le transport est sous-traité de manière majoritaire. L'entreposage aussi est sous-traité. Et non, tout est géré par l'agence gouvernementale pour un cinquième des répondants. Bon, c'est vrai que le fait que ce soit un choix unique peut-être, notamment sur entreposage et transport, ou alors il faudrait rajouter une question avec entreposage et transport sont gérés. En tous les cas, on voit qu'il y a quand même une majorité d'endroits où les fonctions aval sont en effet sous-traitées. Donc ici, quelques points de rappel sur comment on gère la sous-traitance, donc avec trois grandes étapes. La première étape qui est de clarifier le besoin dès le départ, dans la demande de proposition, dans le contrat. Donc en effet, il faut être très très clair sur les attentes, la demande, le contexte, le type de produit, la régularité des livraisons, le niveau de responsabilité, exactement où est-ce que ça commence et où est-ce que ça se finit. Donc, il y a beaucoup de critères très importants dans le cahier des charges qu'il va falloir définir. Deuxièmement, convenir d'indicateurs clés de performance et de niveau de service détaillé. Je crois que c'est Angèle, un peu plus tôt dans le chat, qui disait qu'en effet, quand on travaille avec le secteur privé, ils ont l'avantage de pouvoir on peut vraiment les tenir en termes de niveau de livraison attendu, et de niveau de qualité, de niveau de service, voilà, des engagements en effet quant à la qualité de service. Voilà, c'est ça. C'est avec ces indicateurs de performance qu'on peut savoir en effet si on est dans les normes attendues ou pas. Et puis derrière, il peut y avoir des pénalités financières en effet sur le contrat. Et puis en effet, voilà, tout au long du service de contrat, surveiller ces indicateurs clés de performance pour s'assurer qu'on est bien d'accord. Il est marqué en vert en dessous, la transparence et la communication ou la visibilité sont essentielles à la gestion du prestataire. C'est vrai que c'est très important de pouvoir travailler de manière collaborative, en transparence avec les prestataires. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de surprise. Le jour où on leur dit « Ah ben non, là, vous êtes complètement en dehors des indicateurs »,
bon, si jamais on les a laissés travailler pendant 3 mois ou 4 mois ou 5 mois sans les informer, et puis qu'au bout de 4 mois, on leur applique des pénalités financières sans avoir eu cette discussion au préalable avec eux, hein, pour dire bah voilà comment on doit travailler, ou attention, vous n'allez pas dans le bon sens, attention, vous ne respectez pas les indicateurs, qu'est-ce qu'on fait? Avant d'utiliser l'arme financière et de leur taper sur la tête en leur disant non, vous n'avez pas bien fait, il faut travailler avec eux, il faut montrer la bonne foi, la volonté de collaboration. Donc, c'est très, très important. Et du coup, ça nous renvoie que quand on voit les 4 cases qui sont là, enfin les 3 cases jaunes, clarifier les besoins, convenir d'indicateurs et surveiller les indicateurs, il y a aussi une question qu'il faut vraiment se poser en amont, on l'a déjà évoqué, mais c'est très important, c'est la question des compétences. Quelles compétences en interne le fait d'externaliser va nous demander de développer. Si on externalise, quelles compétences il va falloir qu'on développe en interne pour être capable de gérer cette externalisation. Et encore une fois, les compétences nécessaires à la gestion d'un prestataire de service ne sont pas les mêmes compétences que celles à la gestion des activités de logistique. C'est important, bien entendu, de comprendre comment fonctionne la logistique. C'est important d'avoir une bonne notion du stockage, de l'entreposage, de la préparation de commandes, de l'expédition, du transport. Il faut connaître bien ça. Mais à un autre moment, il faut aussi avoir une capacité de gestion d'un partenaire externe. Et en effet, savoir surveiller des indicateurs, savoir surveiller une performance, savoir gérer un contrat, savoir communiquer avec un prestataire. Donc tout ça, ce sont des éléments qui sont très, très importants quand on va s'engager dans la gestion de la sous-traitance. Alors, quelles sont les questions, les enjeux habituels? Là, on va prendre le cas du Mozambique. Bon, mais il y aurait d'autres cas qu'on pourrait prendre. On a déjà évoqué quelques-uns un peu plus tôt sur pourquoi les gens ne sous-traiteraient pas une certaine activité. Alors voilà les éléments qu'on a. Les centrales d'achat déclarent souvent qu'un transporteur privé coûte plus cher qu'une flotte interne. Voilà. Alors que le taux d'utilisation en interne reste faible. L'exemple, c'est une utilisation de 8 heures par jour sur 5 jours ouvrés. La définition du niveau de service n'est jamais claire et ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est que le véhicule n'était pas à leur disposition. Voilà. Donc là, en effet, les centrales d'achat coûtent plus cher, la flotte interne a un taux d'interne faible, mais pour eux, ils ont toujours leur véhicule sous la main. Le niveau de service n'est pas clair de la part du prestataire, mais en fait, si on n'est pas clair sur quel est le niveau de service et qu'on leur demande des véhicules, par exemple, le week-end, alors que dans le contrat, il n'est pas précisé qu'on doit avoir des week-ends, en effet, ça peut poser un problème. Un transporteur privé sous-traitant dira que son tarif est plus compétitif, dépend d'une bonne utilisation des véhicules, c'est certain. Par exemple, les clients du secteur de produits de grande consommation exigent des délais de chargement et de livraison spécifiques qu'ils respectent. Mais les centrales d'achat font attendre les véhicules des transporteurs privés parfois pendant une journée entière. Ça, c'est aussi voilà, un point Bon. Donc ça, c'est un point quand même qui est important, en effet, de reprendre en compte. Je ne sais pas ce qui se passe avec les slides. Là, il y a eu un petit glissement intempestif. Et on est de French, c'était moi, désolé. Ah non, il n'y a pas de problème, pas de problème. Donc, voilà, si on reprend les éléments qui sont mentionnés, non, ce n'est pas celui-là non plus. Donc, soyons clairs, en effet, que sur tout ce qui est l'optimisation des flottes, quand on externalise le transport, c'est sûr que si on fait attendre, c'est pour ça qu'il y a souvent des prises de rendez-vous ou ce genre de choses, si on fait attendre les prestataires de transporteurs trop longtemps devant l'entrepôt, avant de charger, ils vont vous facturer ça. C'est la même chose. Si vous prenez un taxi et que vous faites attendre le taxi 3 heures en bas de chez vous avant de descendre, la course sera plus chère que si vous êtes descendu tout de suite. C'est exactement la même chose. Pour ça, c'est vrai que dans la négociation et dans l'élaboration du contrat, en général, ce qu'on fait, c'est la prise de rendez-vous. C'est-à-dire que quand on a un prestataire logistique de transport, on va lui demander de prendre rendez-vous pour les livraisons, prendre rendez-vous pour les expéditions.
et il y aura un engagement de notre partie que si on a pris rendez-vous à 8 heures pour charger le camion, ben, tout sera prêt à 8 heures pour charger le camion. Donc ça, c'est un point qui est important. La centrale d'achat dira qu'elle a besoin de flexibilité de la part des transporteurs parce que le déchargement est manuel et qu'elle ne peut pas éviter les retards. Voilà, là, on est dans une négociation entre le transporteur qui dit « moi, il faut que j'ai mes camions tout de suite », que mes camions soient chargés tout de suite parce qu'en effet, je rentabilise mes camions, et l'expéditeur qui dit « moi, j'ai besoin de flexibilité ». Mais là, on est vraiment dans la discussion, au cœur du sujet, quand on parle de professionnalisation, de l'externalisation. C'est-à-dire que si vous allez gérer un sous-traitant, il ne faut pas lui dire on a besoin de flexibilité. Il faut lui dire, voilà, la flexibilité, c'est que vous avez un créneau de 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, sur laquelle vous pouvez venir charger. Et nous, on s'engage, si on vous dit d'être là à 8 heures, que le maximum que vous allez rester, c'est 1 heure. Et là, votre prestataire, il va commencer à chiffrer, il va réfléchir, OK, mes camions sont immobilisés 1 heure à chaque fois, donc je rajoute du temps, et c'est normal. Voilà. Les critiques diront toujours que les transporteurs privés sont plus chers et qu'ils s'enrichissent. Il y a une marge, et ça peut être vrai. Ça peut être vrai qu'en effet, ils risquent d'être plus chers. Maintenant, encore une fois, comme on l'a vu plus tôt, c'est comment on gère l'optimisation du parc. Peut-être qu'ils sont plus chers, mais peut-être qu'en effet, on paye que pour le temps réellement utilisé et qu'on ne paye pas pour le temps qu'ils n'ont pas utilisé. Et puis, vous avez des transporteurs aussi, s'ils arrivent à bien mutualiser leur transport en ayant plusieurs clients, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas que pour vous, ils travaillent aussi pour d'autres organisations, ils vont mutualiser leurs coûts et ça peut faire baisser leurs coûts de manière drastique. Donc, ils ont aussi, dans certains cas, la possibilité d'être beaucoup moins chers que même vous, en interne, des prix que vous n'arriveriez pas à atteindre. Et puis, un service réussi du transporteur privé dépend de la discipline du magasin central, en effet, comme on l'a dit. Il y a un point quand même que je veux soulever qu'on n'a pas évoqué jusqu'à maintenant, c'est la culture. C'est la culture d'entreprise, la culture de l'organisation. Quand vous êtes dans une organisation où la culture veut que vous fassiez tout en interne, avec des gens qui sont complètement dédiés à la tâche, qui sont vraiment motivés par l'accès, la livraison des biens pharmaceutiques, des produits pharmaceutiques dans les cliniques. Ça peut être difficile dans une telle structure de dire « ah ben non, maintenant, cette partie-là, ce n'est pas nous qui allons la faire en interne, on va l'externaliser ». Parce que peut-être vous avez un esprit de corps dans l'entreprise, un état d'esprit qui fait que les gens veulent vraiment, ensemble, travailler de concert, de manière collaborative, pour aller faire donner le meilleur service. Et ça, c'est un point qui n'est peut-être pas aussi rationnel et aussi facile à mesurer que de savoir le taux d'utilisation des véhicules, mais qui a une importance fondamentale dans le succès ou l'échec d'un processus d'externalisation. Parce que si le fait d'externaliser par exemple, votre transporteur, ça coupe une partie de la culture de votre entreprise, qui avait la culture qui était basée sur le transport, sur la relation entre les transporteurs, les chauffeurs, les préparateurs de commandes, les logisticiens. Si tous ces gens-là créent un corps, qu'ils avaient l'habitude de travailler ensemble, et puis qu'un jour on dit pour des raisons financières, parce qu'on s'est rendu compte que les camions n'étaient pas complètement optimisés, on décide d'externaliser, et que parce qu'on a fait ça, on casse l'état d'esprit qu'il y a dans l'entreprise, alors là, vous pouvez avoir un retour de bâton très, très fort. C'est-à-dire que peut-être que vous aurez optimisé votre flotte de transport, peut-être que d'un seul coup, à l'entrepôt, les gens n'ont juste plus envie de travailler. Parce qu'ils seront démoralisés, peinés, ils auront l'impression qu'en fait, la marge financière est plus importante que la manière dont ils sont considérés eux-mêmes en tant que force humaine. Donc, c'est des choses qu'il faut vraiment prendre en compte. Voilà. Et il ne faut pas tout technocratiser. Donc, on peut avoir une approche purement technocratique de la logistique en regardant les flux, les paramètres, les machins. Mais on peut aussi avoir une approche humaine. Et au bout du compte, ce qui fait quand même bouger les choses, même s'il y a des camions, c'est quand même des hommes qui les conduisent. Et même s'il y a des palettes, c'est quand même les hommes qui les chargent. Quand je dis des hommes, excusez-moi, mesdames, c'est des hommes et des femmes. Mais donc, c'est très, très important de garder une vision technocratique ou financière, ou trop financière. Technocratique ou purement financière, exactement. Ouais. Rapidement, avant de passer à une période une zone de questions-réponses, le cas rapidement de l'Ouganda. Donc, l'Ouganda, c'est le centre médical CMS, centre médical de stockage, je crois que c'est CMS, je ne sais plus exactement quel medical storage,
désolé, j'ai oublié le National NMS, ça doit être ça, National Medical Storage. Enfin bon, en Ouganda, l'entreprise centrale, hein, l'agence centrale du gouvernement est donc une centrale qui est basée à Kampala, hein, et qui s'est engagée à faire une livraison jusqu'au dernier kilomètre. Donc, ils ont externalisé la livraison jusqu'au dernier kilomètre aux établissements de santé, à des transporteurs privés. Ils ont gardé en interne une petite flotte minimale. Hein, ils ont un petit nombre de camions qui leur permettent, eux, de gérer une certaine partie des flux, voire de remplacer si jamais leur prestataire n'est pas capable de le faire. Mais le gros de leur demande, c'est d'externaliser à des transporteurs privés la distribution au dernier kilomètre. Donc, comment ils ont mené ça? Ils ont commencé par un projet pilote, hein, de sous-traitance qui a été mené pour comprendre les avantages, les défis. Donc, sur une zone particulière, ils ont externalisé petit à petit. Ils ont commencé sur une zone externalisée tout en gardant une capacité interne. Et puis, en fait, voilà, ils ont regardé que le transport de l'entrepôt central au dépôt de district, qui est effectué par la flotte centrale, tandis qu'ensuite, de chaque district aux établissements de santé, c'est sous-traité. Ils ont un gros entrepôt central à Kampala. Voilà, c'est une solution multimodale, hein, avec deux prestataires principaux. Hein. Et les prestataires multimodales, ça veut dire donc du transport par camion, mais ça peut être aussi par véhicule léger. Ça peut être aussi, si jamais les routes ne le permettent pas, avec des motos. Les différents types de transport peuvent être utilisés. Voilà, il y a des prestataires qui sont sélectionnés sur un contrat d'1 an, avec une procédure de passation de marché, bien évidemment. Il y a un délai de 5 jours ouvrables entre le moment où l'ordre a été pris, enfin 5 jours ouvrables au niveau de service, entre le moment de la prise du chargement du camion et la livraison chez le prestataire. Dans la clinique, dans le centre de santé. Et en effet, ça a eu un impact très positif. Il faut savoir que quand même en Ouganda, ils ont un planning de livraison sur l'année. C'est-à-dire qu'ils savent au 1er janvier exactement quelle clinique, quel centre de santé va être livré quel jour sur, en gros, plus ou moins quelle quantité. Bien évidemment, il peut y avoir une adaptation à la marge, hein, s'il y a des besoins, mais ils ont quand même un plan qui leur permet de prévoir les livraisons sur l'ensemble de l'année. Et ce plan est partagé avec l'ensemble des centres de santé. C'est-à-dire qu'en Ouganda, c'est quand même un cas très particulier, c'est qu'en début d'année, l'ensemble des livraisons sur l'ensemble du territoire sont prévues. Voilà. Et donc, en effet, même les prestataires de services sont au courant de ce plan. Tout le monde peut s'organiser en fonction. Voilà pour ce cas d'étude. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont vos points de vue? Est-ce qu'il y a des éléments que vous souhaitez discuter? Voilà, là, on est ouvert un peu à toutes les questions et les échanges, mais particulièrement sur ce cas de l'Ouganda. Des questions particulières, des commentaires? Il y a 2 mains. Monsieur Sidiki? Monsieur Camara? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Gilles, bonsoir Pierre. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir aux autres participants. Merci pour votre présentation. J'ai juste une petite observation par rapport au cas typique de l'Ouganda. Lorsqu'une distribution annuelle comme ça est effectuée au début d'année, supposons que dans leur stock, qu'ils ont des produits dont la durée de vie minimum est de 6 mois. Et quelle stratégie ils vont faire pour des cas exceptionnels comme ça, là? Des cas où la durée de vie du produit est aux environs de 6 mois.
C'est ma petite observation. Merci beaucoup. Juste pour être clair, en fait, ils ont un plan de distribution qui est annuel, mais dans ce plan de distribution, il va y avoir plusieurs distributions sur les mêmes endroits. C'est-à-dire qu'ils font leur planification en début d'année, ils disent voilà, on va distribuer en janvier, on va distribuer sur ces, j'en sais rien moi, 50 centres. Et puis en février, on va revoir ces 30 centres. Et puis enfin, donc ils ont la liste de tous les centres de santé et ils ont cette liste qui est publiée au début d'année où ils envoient ça. Mais en effet, ils vont, au cours de l'année, ils vont retourner plusieurs fois sur le même centre. 3, 4 fois, une fois par trimestre. Ils essaient de limiter au maximum quand même. Hein, donc, c'est rare. Je crois que c'est rarement plus d'une fois par trimestre, voire une fois par semestre. Mais en général, en effet, c'est une fois par trimestre. Après, s'il y a des urgences, ils les gèrent. Ils les gèrent, mais ils les gèrent séparément. L'Ouganda, ils ont fait une transformation importante et ils ont énormément investi sur la relation. Je vais appeler ça la relation client. Ce n'est pas vraiment une relation client, mais ils ont énormément investi sur la communication entre le centre et l'ensemble des centres de santé. Donc, le centre a une unité, hein, une hotline, hein, une ligne téléphonique où tout le monde peut appeler en permanence et savoir où se trouvent leurs commandes. S'ils ont besoin de rajouter des commandes, ils rajoutent. S'ils ont besoin d'en avoir moins, ils peuvent demander moins. Ils ont vraiment insisté énormément là-dessus. Et ça a été un changement radical dans la relation qu'ils ont pu mettre en place avec l'ensemble des partenaires, des clients, des centres de santé. Et en effet, comme vous le dites, Angèle, la taille du pays en Ouganda joue vraiment en faveur de cette organisation. Il y a beaucoup de choses qui jouent en faveur de cette organisation en Ouganda. Premièrement, en effet, la taille du pays et un nombre limité quand même de centres de santé. Et puis en plus, il y a une chose qui est très importante en Ouganda, c'est qu'ils ont, en début d'année, en fin d'année précédente, le gouvernement, le Parlement leur alloue un budget pour qu'ils puissent faire tous les achats. Donc, la centrale du médicament en Ouganda se voit donner un budget chaque année pour faire l'ensemble des achats. Et donc, ils ont un budget qui est leur propre. Donc, il n'y a pas, comme dans beaucoup de pays, celui qui commande, celui qui transporte, celui qui paye sont différents. Là, c'est la même entité qui a à la fois la quantification, la budgétisation et l'approvisionnement. Ils font les trois. Et ça, c'est vrai que ça leur donne une autonomie qui est très, 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 très forte. Pour ce qui est de l'autonomie, de la capacité de chaque dépôt, je ne pourrais pas vous répondre sur l'ensemble des dépôts, que ce soit les dépôts de district ou les dépôts des centres de santé. Par contre, il y a un très grand entrepôt. Alors, je sais que très grand, ce n'est pas une capacité. Je suis vraiment désolé, je n'ai pas les chiffres en tête. On va chercher et on va trouver. Mais en effet, ils ont développé un entrepôt central qui est assez imposant. On va essayer de trouver les quantités et on vous les communiquera, les dimensions. Marc, vous aviez une question? Oui, exactement. Et merci pour le cours. C'est vraiment très intéressant. Alors, ma première question, j'ai déjà eu un peu d'éclaircissement dans vos réponses sur la question de l'autre. C'était vraiment le degré de flexibilité, vu qu'il y a des programmes annuels qui sortent. Quel était le degré de flexibilité pour les cas de rupture, les cas d'ajout de commandes, ainsi de suite? Parce que ce n'est pas toujours évident que la première liste que le centre de santé a transmise, elle va répondre à ses besoins en la période de la livraison. Donc, je vois que vous avez donné beaucoup de réponses déjà. Mais par contre, je voulais faire un petit commentaire sur la réticence parfois sur les contractualisations des activités. Il faut dire que deux fois, dans nos pays africains, il existe vraiment des situations qui sont comme des situations de malice ou de sabotage. Les vraies entreprises qui sont spécialisées dans l'activité se trouvent deux fois en compétition avec des entreprises qui sont créées juste pour venir compétir, qui ne sont pas parfois assez professionnels, mais juste pour des questions d'acquaintance avec celui qui va donner le marché, ils arrivent à passer. Ça fait que les prestataires privés professionnels sont parfois découragés
et ils laissent tomber. C'est ce qui fait que des fois, on cherche des prestataires, on ne les trouve pas. C'est parce qu'ils subissent des fois des caprices de mauvaises entreprises qui sont créées à gauche à droite. Voilà un peu ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup, Marc, pour ces commentaires. En effet, comme vous l'avez dit, hein, juste encore pour finir sur l'Ouganda, ils ont, je ne sais plus quel est le titre exact de la personne, mais je crois que elle est au niveau du directorat, c'est une directrice commerciale. Donc, ils ont une directrice commerciale dont le rôle est vraiment la communication avec les centres de santé. Et donc, elle a une équipe. Et en effet, cette flexibilité dont vous parlez, ils ont énormément investi là-dessus. C'est presque le cœur de leur changement. C'est ce qui a initié la transformation logistique. C'est vraiment cette relation avec la demande, avec le demandeur. Donc ça, c'est très important. Je vous remercie de le soutenir parce que vraiment, moi, c'est un des seuls endroits où j'ai vu cette prise en compte des besoins du terrain comme étant le déclencheur de toute une transformation. Et ensuite, oui, ça, ce que vous dites, bon, c'est malheureux, hein, ça arrive partout, hein, avec différents niveaux de perfectionnement ou de complexité. Mais en effet, hein, qu'il y ait des gens qui créent des entreprises fantômes, hein, ou fantoches pour répondre à des appels d'offres et donner l'impression qu'il y a eu une transparence. Toutes ces choses-là, on le sait. Hein. Après, voilà, il y a des endroits où on a mis beaucoup de procédures pour essayer de couvrir, d'empêcher qu'il y ait des relations de pouvoir qui puissent imposer telle ou telle pratique. Bon, on sait que même dans les endroits où on a soi-disant tout verrouillé, en fait, voilà, vous empêcherez jamais qu'il y ait parfois des choses qui viennent rentrer en ligne de compte. Mais quand même, d'une manière générale, hein, on peut penser qu'en effet, s'il y a un bel appel d'offres et qu'une sincérité, hein, une authentique sincérité de la part de l'équipe qui veut mettre ça en place, qu'il y a moyen de travailler avec des gens qui sont des bons prestataires. Gilles, je voulais répondre aussi à monsieur Emmanuel. C'est monsieur Emmanuel qui posait cette question. Il y a des méthodes pour éviter des trucs fantoches. Notamment, c'est demander 3 ou 4 références. Donc, il faut appeler les références. Deuxièmement, on peut aussi demander le compte de résultats des 5 dernières années. Il y a pas mal de choses qu'on peut demander pour éviter des entreprises fantômes quand même. Mais effectivement, il faut que l'appel d'offres, elle tienne compte de ces réalités du marché et à chaque risque, trouve un critère. Maintenant, ce qui est très difficile, c'est qu'à la fin, on commence à avoir un appel d'offres qui fait 3 classeurs. Et à ce moment-là, on va décourager les soumissionnaires. Moi, en tant que consultant, il y a certains assistances techniques, j'ai laissé tomber parce que c'était trop compliqué. Quelquefois, les termes de référence sont tellement hurluberlus qu'on se dit, mais qu'est-ce qui a développé ça? Ça ne rime à rien. A-t-il compris le contexte du pays? Moi, je connais un peu le contexte du pays. Et il y a des choses qui sont mal ficelées. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas fait attention à ça, ils n'ont pas fait attention. Je sais que ce document, il existe, ils n'en ont pas fait référence. Or, c'est un document référence. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de manières, mais ça demande un savoir-faire, une filouterie pour être supérieur à des super filous. Il y a une expression française qui dit à quelqu'un qui est malin, il faut être malin et demi. Mais ça permet de dire aux acheteurs, soyez intelligents, travaillez avec les gens qui vont être les bénéficiaires, c'est-à-dire les logisticiens, si on parle de la sous-traitance, du transport. Travaillons ensemble pour essayer de faire quelque chose à la fois un appel d'offres qui est pragmatique, de différentes étapes. On peut préqualifier
Mais vous savez, les transporteurs, globalement, toutes les ONG et tous les agences des Nations Unies, ils se les arrachent dans les pays. Donc, il n'y en a pas 36 000. Voilà, à toi, Gilles. Merci, merci. Et puis peut-être spécifiquement sur la question qui est là, est-ce que la sous-traitance est moins chère selon vous? Est-ce que c'est moins cher de sous-traiter ou plus cher? Hubert, vous avez levé la main. Oui, je voulais revenir sur l'intervention de Pierre. Je prends un titre exemplatif ici. Ce n'est pas toujours Oui. On vous entend. Terminez votre phrase. Hubert? On vous a perdu. Hubert, on ne vous entend plus très bien. Non, on ne vous entend plus, Hubert. Donc, passez sur le chat si vous voulez. Habituel d'utiliser les principes à quelqu'un qui est malin, il faut être parfois malin. Mais je vais dire ici qu'il y a l'exemple de vous m'entendez? Oui, oui, ça y est. Là, vous m'entendez? D'accord. Je disais, par exemple, le cahier des charges, c'est une référence dans le cadre d'appel d'offres, parce qu'il est à la fois cahier des charges techniques et aussi professionnel. Mais je prends l'exemple ici de la France avec la RDC pour la fabrication de lait thérapeutique que l'on appelle le Blimpinat. Eh bien, on a conclu ce marché-là de sous-traitance et la RDC a commencé par fabriquer ces Blimpinat ici en quantité. Et du coup, on a trouvé que la France n'avait plus à nous amener des cartons qui coûtaient très cher, ainsi de suite. Et du coup, on a éliminé la RDC pour des raisons qui n'étaient pas évidentes. Ce qui veut dire que ça revient parce qu'on sait que dans le cadre d'appel d'offres, on donne droit à ce que l'entreprise pilote, au lieu de passer par la voie ouverte, et peut passer par des mesures restreintes, de chercher selon la performance ou le niveau d'expérience, l'entreprise avec laquelle elle peut continuer à sous-traiter. C'est évident, mais malheureusement, c'est ce qui est utilisé au quotidien en éliminant les On vous a perdu, Hubert. autres. Hubert, la connexion n'est pas très bonne, Hubert. Il faudrait qu'on va peut-être arrêter. Merci. On a compris ce que vous disiez, hein, je pense. Je pense que c'était clair. Donc, merci pour cette contribution. Adou, pardon. Adou, on vous écoute. On vous écoute, mais on ne vous entend pas. Non, la connexion. Alors, j'ai levé la main. On vous écoute, Adou. Vous m'entendez? Oui, allez-y. D'accord. À cette question, si la sous-traitance est moins chère, il y aurait la nouvelle pièce de Côte d'Ivoire, on sous-traite le transport. C'est vrai que la nouvelle pièce de Côte d'Ivoire a ses propres camions, mais ce n'est pas suffisant pour la distribution des médicaments jusqu'au dernier. Je ne vous entends plus, Adou. Par conséquent, ils ont sous-traité les médicaments. Voilà. Allô? Alors, oui, donc vous disiez en Côte d'Ivoire, il y a une flotte interne, c'est ça, et une flotte sous-traitée pour aller jusqu'au dernier kilomètre. Adou, on vous entend vraiment très très mal, quoi, malheureusement.
Ok, Adou, je suis désolé, on va pas pouvoir. Si vous avez, Adou, c'est mieux si vous pouvez utiliser le chat. Mettez les commentaires par écrit, s'il vous plaît. Mettez vos commentaires par écrit, ce sera mieux. On les lira. On les lira. On va passer au. Monsieur Marc. Marc, vous aviez quelque chose à dire? Oui, voilà, je voulais intervenir sur le coût de la sous-traitance là. Il faut dire que la sous-traitance, elle est moins chère, ça dépend. Ça dépend de la qualité qu'on vise. Si j'évalue ma sous-traitance, le prix de ma sous-traitance par rapport à ma qualité actuelle, à supposer que je fais une livraison, mais pas au dernier kilomètre. J'ajoute le dernier kilomètre était par exemple fait par les infirmiers qui venaient au district prendre les médicaments avec leur moto pour ramener au niveau du centre. Et moi, je décide de sous-traiter avec un transporteur qui me fera du dernier kilomètre. Déjà, j'assure la qualité du transport jusqu'au dernier kilomètre. Donc, il faudra que je tienne compte de la qualité que je vise. Je ne peux pas dire qu'elle est moins chère ou plus chère sans tenir compte du paramètre qualité. Il faut que je mette ça à côté pour pouvoir évaluer avec. Merci. Merci. Et Monsieur Marc, et si je peux répondre à ça, Gilles, s'il te plaît. Je t'en prie, Pierre. Parce que j'étais dans un projet au Burkina exactement là-dessus. Et surtout, l'intérêt de ce que vous dites, c'est que non seulement il y a la qualité, un transporteur ou alors la centrale d'achat qui transporte jusqu'au dernier kilomètre, elle a des professionnels qui chargent, déchargent, transportent. Et donc, ça veut dire qu'il va y avoir un impact sur le maintien de la qualité des produits. C'est une chose. Exact. Mais plus que la qualité, c'est que normalement, et c'est la logique de la distribution jusqu'au dernier kilomètre, c'est que le rôle des formations sanitaires, c'est pas de transporter, c'est pas d'aller chercher. Leur rôle, c'est de s'occuper des patients. Exact. À la ligne, rien d'autre. Donc, d'avoir un conducteur qui va passer, et je l'ai calculé en fait pour le Burkina, combien d'heures, combien de kilomètres ils vont faire pour de 2000 formations sanitaires à aller à 70 dépôts de district. Combien de temps ça prend en moyenne et combien de temps, je parle de l'aller-retour, et combien de kilomètres. Si on compare ça, c'est gigantesque, gigantesque. Est-ce que le chauffeur des formations sanitaires, il ne serait pas plus utile aux patients d'être le conducteur de l'ambulance? C'est son rôle. Son rôle, Oui, c'est pas de choper des FRDM pour aller au district et revenir. C'est pas son rôle. Donc ça, en fait, il y a un problème de qualité, mais plus d'un problème de qualité, c'est que c'est dévoyer le rôle de la formation sanitaire. Son rôle, c'est d'être frontline, s'occuper des patients, rien d'autre. Tout le reste, il faut que ça soit un service qui lui est rendu. Ça, c'est vachement important. Et j'ai calculé, c'est gigantesque. En termes d'argent, c'est gigantesque. Est-ce que c'est là où il faut mettre l'investissement? Probablement pas. Parce que d'avoir 10 véhicules qui viennent de 10 formations sanitaires pour aller dans un district, en fait, vous avez besoin d'un véhicule qui prend une journée au Burkina Faso et qui peut livrer toutes ces 10 formations sanitaires. C'est le concept de la distribution du laitier. C'est-à-dire qu'il fait des stops les uns à la suite des autres successifs. En fait, c'est ça la logique qui n'existe pas dans beaucoup de pays parce que ça n'a jamais été pensé comme ça. Donc, il y a la qualité, merci de votre intervention, mais c'est surtout le dernier kilomètre, la formation sanitaire, son rôle, c'est d'être pour le patient et que pour le patient, rien d'autre. Et la philosophie derrière, c'est de dire que la chaîne d'approvisionnement, les acteurs de la chaîne d'approvisionnement, ils sont au service des prescripteurs, donc des formations sanitaires. Ce n'est pas nous qui décidons, c'est eux. Nous, on suit, on est les servants. C'est très humble, c'est génial, je trouve. On est au service d'eux. À toi, Gilles.
Non, c'est très important. Et voilà, moi, je veux faire le lien avec la discussion que vous venez d'avoir sur la qualité versus le prix. Parce qu'en effet, le prix, c'est une chose, hein, être moins cher, plus cher. Hein, c'est pour ça qu'on parle souvent de value for money, hein, de la valeur pour l'argent. Qu'est-ce qu'on gagne en échange de ce qu'on paye, hein. Donc, c'est très, très, très important. Et puis, je vais mettre ça, donc, le coût avec, en effet, la limite, hein, la délimitation des responsabilités. Et donc ça, en effet, c'est le point que Abou essayait de nous dire au téléphone tout à l'heure. Désolé, Abou, la ligne passait vraiment mal. Et merci de l'avoir mis sur le… Adou, pardon, pas Abou. Adou, vous essayez de nous dire et que vous avez… Merci de l'avoir mis sur le chat. Il parle de la Côte d'Ivoire où, en effet, il y a une flotte qui est partiellement sous-traitée, partiellement internalisée et qui va que jusqu'à un certain point. Et donc, le point que tu soulevais, Pierre, sur le dernier kilomètre, en effet, le but d'une chaîne d'approvisionnement de la santé, c'est d'aller jusqu'au dernier kilomètre pour servir le patient, mais qui est en charge de ce dernier kilomètre? Voilà. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, on paramètre, il y a une grosse tendance à paramétrer des systèmes nationaux qui vont aller jusqu'au dernier kilomètre, alors que ce que nous présente Adou dans cette présentation, avec en effet la centrale nationale amène les médicaments jusqu'à un certain point, mais à partir de ce point-là, c'est les centres de santé qui vont venir en moto, hein, en l'occurrence, pour aller chercher leurs commandes. Et donc, les derniers kilomètres se font par une approche voilà, qui est plus du centre vers l'extérieur, mais de l'extérieur vers le centre. Hein, aujourd'hui, hein, encore une fois, hein, face au coût, c'est très important de savoir qu'il y a une nouvelle façon de penser les chaînes d'approvisionnement avec une responsabilisation communautaire. C'est-à-dire que les personnes qui vivent autour du centre de santé, c'est aussi leur responsabilité de pouvoir s'assurer qu'une partie de l'approvisionnement est sous leur contrôle. Alors, parfois, c'est leur contrôle en termes de demande uniquement, mais aussi parfois en termes de contrôle financier aussi. Les gestionnaires de stock ou les infirmiers, pour le coup, sont transformés en gestionnaires de stock. En effet, les infirmiers, et ça, c'est une grosse partie, hein, c'est une des grosses choses sur les cours qu'on essaie de développer. En effet, c'est que la gestion des stocks soit des processus qui soient mieux compris, mieux gérés par les infirmiers, les pharmaciens, des gens dont ce n'est pas forcément le cœur de métier, mais où, de plus en plus, l'approvisionnement, la commande, la quantification vont devenir des parts essentielles de leur métier. Donc, c'est pour ça, en effet, que voilà, aujourd'hui, sur ce cours-là, on essaye vraiment d'insister beaucoup sur ces éléments de logistique, de sous-traitance, parce qu'en effet, c'est un point qui est très important. Donc, merci vraiment pour tous ces commentaires qui aient été faits à l'oral ou par écrit sur le chat. On va faire un rapide sondage. Hein, selon vous, comme ça, quelle fonction de la chaîne d'approvisionnement de votre pays sera plus performante si elle était sous-traitée? Alors voilà, c'est encore un choix unique, hein, le transport complet, le transport du dernier kilomètre et la logistique inversée, les retours, l'entreposage, l'achat ou la gestion des ressources humaines. Voilà, donc voilà les différentes questions qui vous sont posées. Et puis on arrive voilà, au terme de cette formation. On va prendre peut-être quelques derniers échanges, questions-réponses, peut-être un peu plus largement que juste cette dernière session, puisqu'on est à la fin du cours. On approche de la fin du cours avant qu'on parle peut-être de quelques points techniques sur l'organisation des dernières séances, la remise des diplômes, ce genre de choses. Alors voilà pour les sondages. On va avoir le résultat bientôt. Répondez. Questions-réponses, on a déjà pas mal échangé, mais est-ce qu'il y a des éléments en plus que vous voudriez discuter? Juste après, là, on va parler un peu des dernières étapes.
On va parler voilà, bon, des dernières étapes du cours, enfin pour la certification, les dernières choses qui vont avoir lieu. Mais s'il y a des questions-réponses, des points que vous voulez qu'on discute, c'est quand même maintenant l'opportunité. Il nous reste un peu de temps et on peut discuter peut-être quelques questions sur ce cours-là spécifiquement, peut-être sur d'autres cours que vous auriez aimé soulever, peut-être des points plus génériques sur l'organisation des cours, des points que vous souhaiteriez porter à notre attention. Quels seraient les mieux bon, voilà, le transport, hein, 50% qui pensent que le transport, c'est ce qui gagnerait le plus à être externalisé. Ça, ce n'est pas tellement surprenant parce que c'est vraiment la fonction à laquelle on pense le plus. Enfin, transport du dernier kilomètre, 50% et transport complet, 30%. Donc voilà, 80%, vraiment, c'est l'externalisation. L'entreposage, personne. C'est amusant, c'est surprenant parce que c'est souvent une fonction qui est externalisée. Donc, c'est intéressant de voir que personne ne pense qu'on aurait un gain à externaliser l'entreposage. Mais peut-être que c'est vu comme une manière, encore une fois, comme identitaire, hein, comme quelque chose de proche de l'identité de vos organisations. Donc, tant mieux. Sachez quand même qu'il y a beaucoup d'organisations qui en fait externalisent tout ça. Et ils ont en effet des bureaux avec juste de la matière grise qui gère les ordres, les commandes et ces choses-là. Et tout le reste, se fait par des prestataires de services. Je vois qu'Angèle, vous souhaiteriez avoir un peu plus d'explications sur le calcul de la prévision. Très bien, mais encore. Pierre, prépare-toi, tu peux sortir les fichiers Excel. Hein. Angèle, quelle question souhaiteriez-vous avoir? Est-ce que c'est lié aux méthodes de calcul que nous avons vues récemment sur les différentes approches sur Excel? D'accord. Pierre, tu as encore en tête les différentes méthodes que nous avions je sais que tu as beaucoup travaillé sur la tendance, donc peut-être que tu veux parler de la tendance, mais en gros… Hein, c'est très tendancieux ce que tu dis. Non, tu sais que moi je suis quelqu'un de transparent, de clair, sans aucune arrière-pensée. Alors voilà, le calcul de la tendance, tu vois, reste pour moi un souci. Voilà. Donc, en effet, Angèle, juste pour dire, en effet, il y a différentes méthodes, hein, des méthodes qui sont basées, beaucoup de méthodes qui sont basées sur la consommation préalable. Donc, il faut être à même d'avoir accès à des données de consommation du passé. Donc, vraiment, ça, on va dire que c'est la première donnée, la première matière qu'on va avoir, c'est combien ont été consommés par le passé. Et à partir de là, il y a deux solutions. Soit on prend ces données du passé et on les projette. On fait une moyenne. On se dit, voilà, en moyenne, sur les derniers mois, sur les mois passés, voilà ce qui a été consommé. Et on projette ce chiffre. On fait un calcul de la moyenne. Et ce chiffre-là, on va dire que par exemple, c'est 100 chaque mois. On a commencé 1200, on a consommé 1200 sur une année. 1200 divisé par 12, ça fait 100. 100 par mois, c'est la consommation. Et donc, sur l'année prochaine, on multiplie 100 par 12, 1200, et on recommence. Et on projette sur l'année suivante les consommations de l'année. On peut adapter un peu ça, comme on l'a fait dans l'exercice, en se disant il y a un accroissement de la natalité, de la population, on va prendre ça en compte. Okay, on joue à la marge, mais en gros, on prend la moyenne de la consommation des années précédentes et on répète ça comme ça à l'avenir. C'est la première méthode. L'autre méthode qui est toujours basée sur le passé, c'est le calcul de la tendance. Alors là, le calcul de la tendance, c'est plus fin parce qu'on fait rentrer, alors c'est des méthodes mathématiques, hein, on fait rentrer les variations. S'il y a eu des pics, par exemple, eh ben, on va essayer d'aplanir le pic, le rendre moins important, parce qu'un pic pourrait avoir une grosse influence sur la moyenne. Si jamais il y a eu des incidents et des grandes courbes comme ça, on va faire une tendance qui va permettre d'avoir une vision qui prend en compte
d'une manière la plus juste, les projections. Et ça, c'est d'une manière spécifique, c'est ce qu'on pourrait appeler une approche algorithmique. C'est-à-dire qu'on rentre un algorithme qui va prendre, alors en l'occurrence sur la tendance, c'est un algorithme assez simple, mais il peut y avoir des algorithmes beaucoup plus compliqués. C'est des méthodes de calcul qu'on développe qui vont faire qu'au lieu de prendre une moyenne passée et de la projeter, on va rentrer dedans beaucoup d'informations mathématiques qui vont améliorer, affiner, préciser les évolutions à venir. Et ça, c'est, bon, encore une fois, la méthode la plus simple, c'est la tendance. Hein. Donc là, on utilise une fonction Excel qui est assez simple, hein, mais moi, je ne suis pas un spécialiste mathématique, mais les mathématiciens ou les statisticiens, hein, c'est le métier des statisticiens, les statisticiens vont faire rentrer dans le calcul de la tendance énormément de critères qui vont permettre d'avoir une projection la plus juste possible. Donc Jacques, oui, en effet, une fois qu'on a dit ce gros mot, hein, d'algorithme, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, on n'a rien dit. Hein. Je ne suis pas un spécialiste des algorithmes, Jacques, et je m'en excuse. Hein, Jacques, je m'en excuse, j'aimerais bien, mais je vous engage, si vous voulez mieux comprendre ces histoires de tendance, à aller faire de la recherche sur qu'est-ce que c'est qu'un algorithme, comment un algorithme est calculé. Par-delà le travail qu'on fait ici, c'est très intéressant parce qu'on entend souvent parler des algorithmes de Facebook ou des algorithmes de Google ou des algorithmes… Parce que pourquoi? Ces algorithmes, ce sont des formules mathématiques qui vont permettre, par exemple sur Facebook, de regarder comment, en tant qu'utilisateur, vous allez plutôt regarder les pages qui ressemblent à, j'en sais rien, la vente de voitures, ou les pages où il y a plutôt des plaisanteries, ou les pages où il y a plutôt des extraits de films, ou il y a pages où il y a plutôt de l'information par rapport à l'organisme international. Donc, les algorithmes, c'est vraiment des méthodes, des calculs mathématiques qui permettent d'affiner des choix, des tendances statistiques de manière assez poussée. Donc, vraiment, c'est très important. Pour bien comprendre ce que c'est que la tendance, comprendre que le calcul de la tendance qu'on a vu sur Excel, c'est un algorithme très, très simple qui permet de passer de la moyenne des consommations à une tendance qui va être affinée, qui va être plus polissée, on va dire, que si on avait juste pris les moyennes et qu'on les avait reportées sur les années suivantes. Et encore une fois, un algorithme, ça peut être très compliqué. Gilles, est-ce que ce que demandait M. Jacques, est-ce que ça ne serait pas plutôt comment on l'a fait fonctionner cette tendance? Et j'avais envie de lui dire que sur Excel, si vous regardez la fonction, il y a une recherche en haut à droite d'Excel. Si vous regardez la fonction tendance, en anglais, moi j'ai une version anglaise d'Excel. Gilles, tu aurais une version française d'Excel pour savoir comment ça se dit en français? Est-ce que c'est tendance ou alors c'est trend comme en anglais? Et à ce moment-là, vous cliquez dessus et il y a toujours une explication comment faire fonctionner la fonction tendance. Et vous avez un bel exemple, mais il faut s'astreindre à lire le manuel. On a tendance à y aller un peu trop vite. Lisez ça, Monsieur Jacques, du début jusqu'à la fin et on vous explique. C'est très pédagogique. Excel a fait, Microsoft a fait beaucoup d'efforts. Comment véritablement faire fonctionner cette fonction tendance qui n'est pas si évidente que ça. Parce qu'il y a un contrôle Alt-Enter qui est, pour les gens qui ne l'ont pas jamais fait, qui est un peu compliqué. Alors, je me permets là, j'ai regardé un peu rapidement. Je me permets de coller là sur le chat un lien vers une vidéo YouTube. Hein, il y a beaucoup un tutoriel. Un tutoriel YouTube. Voilà. Donc, si vous cherchez, vous trouverez beaucoup de tutoriels YouTube sur les différentes fonctions d'Excel. Je vous engage vraiment à le faire. Excel est un outil très puissant. Excel est vraiment un outil très puissant. Les fonctions peuvent vous sauver sur beaucoup de choses et vous faire gagner énormément de temps. Et une fois que vous commencerez à bien maîtriser les fonctions, j'engage tout le monde aussi à faire les tutoriels sur les tableaux croisés dynamiques, hein, notamment dans la logistique, hein, et dans l'analyse des stocks.
Les tableaux croisés dynamiques permettent, grâce à Excel, à faire des analyses très avancées sur les rotations de stock, les besoins, les valorisations de stock, beaucoup d'éléments qui sont très importants. Voilà. Juste pour finir sur les… Qu'est-ce que tu avais dit, les croiseaux Les tableaux croisés dynamiques. Les tableaux croisés dynamiques. Non, ta langue a fourché, tu as dit les croiseaux tableaux dynamiques. Pardon, désolé. Les tableaux croisés dynamiques, excusez-moi. Donc voilà, c'est vraiment les deux choses à mon avis qui sont très importantes sur Excel. Bien comprendre les fonctions et bien comprendre les tableaux croisés dynamiques, les pivot tables, comme on dit en anglais. Pivot table, tableau croisé dynamique. Et vraiment, je vous engage vraiment, faites un maximum de tutos là-dessus, parce que c'est parfait. Le tableau croisé dynamique n'est pas toujours facile à saisir au début, mais ça vaut vraiment le coup de faire l'effort. Et juste pour finir sur ce que vous disiez sur la question sur les prévisions, donc il y a la moyenne, on reprend les moyennes en l'un, il y a la tendance et les algorithmes, on essaye de lisser ça, et puis après, en effet, il y a utiliser les données du contexte, qui peuvent être les données de morbidité, savoir quel est le pourcentage de personnes qui sont atteintes par cette maladie et anticiper. Les données, comme on l'avait vu par exemple sur le cas des couples années de protection dans la prévention, enfin pas la prévention, mais enfin comment ça s'appelle, la contraception. Comment, quand on passe d'une maladie, quand on passe d'un système de protection à un autre, comment on peut utiliser des données de consultation, cette fois-ci, non plus de morbidité, non plus de consommation, mais de consultation pour pouvoir anticiper les évolutions. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a différentes approches qui peuvent être mises en place, mais vraiment ce qu'on avait dit et ce sur quoi vraiment, encore une fois, il faut insister, c'est la collaboration. C'est la collaboration entre les différentes personnes qui sont impliquées dans le système d'approvisionnement, que ce soit au niveau de la quantification, que ce soit au niveau des prévisions, que ce soit au niveau de la planification et de l'approvisionnement et au niveau des budgets. Donc, il faut amener tous ces gens-là ensemble pour qu'ensemble, ils travaillent ensemble, qui confrontent leur point de vue, mais d'une confrontation constructive, pas d'une confrontation, on n'est pas là pour se tirer des balles dans les pattes, c'est vraiment qu'il y ait une confrontation et la supply chain, c'est un exercice collaboratif. La supply chain, c'est des segments, c'est différentes approches, différents partenaires qui vont travailler ensemble. Il faut qu'il y ait une très bonne collaboration entre toutes les différentes parties qui sont présentes. Et la collaboration, ça se fait en effet au travers de Zoom, ça se fait au travers de systèmes d'information, mais ça se fait surtout autour d'une table, en parlant ensemble et en se disant non, là je pense que tu n'as pas raison, ou là je pense que tu as raison, ou là moi je pense que j'ai tort, mais je pense que j'ai raison. C'est ça qu'il faut faire. Voilà. Donc vraiment, je vous engage tous à travailler là-dessus. Et sur en effet les éléments de collaboration et comment tous les outils dont on a parlé sur la prévision, que ce soit les consommations, que ce soit les services de consultation, que ce soit la morbidité, que ce soit les algorithmes, de prendre tout ça et de dire comment tout ça peut servir une collaboration et une prise de décision collective. C'est très important. Il n'y a pas de supply chain qui fonctionne qui ne soit pas une supply chain collaborative. La collaboration, c'est fondamental. Merci Francis. Merci Francis Hervé pour ça. En effet, si on peut partager sur WhatsApp ce genre de choses, ce serait très bien. Peut-être un jour développer, mettre aussi en ligne sur la Hive des cours, des liens vers des tutoriels Excel. Monsieur Joseph avait une question. Oui, merci beaucoup, Monsieur Pierre. Je voudrais simplement demander une doléance. Est-ce qu'à défaut de nous trouver les documents ou bien les outils de planification logistique, est-ce que… On ne vous entend plus, Joseph.
On vous a perdu. Vous pouvez nous dire un peu comment et tout le tableau croisé dynamique. Parce que vous avez dit de faire des tutoriels sur le tableau croisé dynamique. Ça m'a beaucoup intéressé. Ça prend... C'est un peu la tendance quand on a calculé ça la dernière fois. Vraiment, c'est très bien. On est fiers de connaître cette technique pour pouvoir appliquer au niveau de nos services. Merci. Donc, Joseph, on va faire un... Aujourd'hui, ça ne va pas être possible de travailler sur le tableau croisé dynamique, mais on va préparer un cours, une session de ce qu'on appelle les capsules, hein, très courtes. Et on va faire quelque chose de micro-learning très, très court là-dessus, qu'on va faire avec un exemple sur la santé. Je m'engage à ce qu'on fasse ça dans les semaines qui viennent et qu'on puisse le partager de manière vraiment, voilà, j'allais dire gratuite. Ce n'est pas une question de gratuit ou pas gratuit, c'est une manière vraiment avec plaisir, quoi. On partagera ça. Mais là, pour le moment, on n'est pas encore, on n'est pas prêt et ça prend du temps. D'avance. Ça prend vraiment du temps. Donc, c'est quelque chose de... Mais commencez à regarder sur Internet. Et puis, on va partager, voilà, on va partager sur WhatsApp aussi. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous aurez accès à cette information. Merci à tous. En tous les cas, on arrive à l'évaluation du cours. Hein. Donc, voilà, vous pouvez faire... de bien remplir, on vous remercie de bien vouloir remplir l'évaluation du cours après le module 7. Hein. S'il vous plaît, c'est important pour nous d'avoir vraiment vos retours. Donc, merci beaucoup par avance. Et puis ensuite, voici, il va y avoir la cérémonie de certification. Donc, vraiment, on vous laisse quelques temps encore hein, pour que vous ayez le temps, pour ceux qui sont un peu en retard, ceux qui ont besoin d'avancer, ceux qui ont déjà fini, mais qui voudraient refaire peut-être ou repasser. On vous laisse voilà, du temps pour finaliser, voilà, passer les dernières étapes, finir le cours. Et donc, il y a une date qui est prévue pour le 26 mars 2022. Hein, donc, je crois que c'est un samedi, le 26 mars 2022. On va essayer de faire la cérémonie un samedi, probablement dans la matinée. J'espère que vous serez disponible. C'est une cérémonie de certification en ligne. On espère que tout le monde pourra montrer sa vidéo, se montrer avec le certificat à la main, si possible. On va essayer de faire venir un conférencier spécifique, hein, un conférencier d'honneur pour partager un peu avec nous sur la supply chain et les approvisionnements dans la santé. Et donc, voilà, écoutez, j'espère que vous marquez tous la date du 26 mars de manière provisoire. Hein, et puis qu'on va confirmer cette date assez rapidement. Voilà, on est à l'évaluation de la classe, de la session du jour. Donc, on va lancer voilà, le petit sondage pour cette évaluation. Merci d'y répondre de manière la plus honnête et la plus franche possible sur cette session. N'oubliez pas que vous aurez l'occasion de répondre, d'évaluer aussi voilà, l'ensemble du cours après la session 7. Et n'hésitez pas vraiment à nous faire part de tout commentaire, que ce soit sur le fond, que ce soit sur la forme. Soyez le plus honnête possible. S'il y a des choses qui vous ont déplu, allez-y, hein, très franchement. Comme disent les Anglais, honesty is the best policy. Hein, l'honnêteté est la meilleure des politiques. Donc, soyez francs. Pas trop dur, mais franc. Et s'il y a des choses qui vous ont plu, dites-le nous. S'il y avait des suggestions, des choses que vous voudriez ajouter, allez-y. Vraiment, voilà, pour nous, c'est très, 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 très important. On aura l'occasion encore de se parler lors de la remise des diplômes, la cérémonie des diplômes. Mais en tous les cas, voilà, d'ici là, en tout cas, je vous remercie vraiment pour votre participation. Je vous remercie pour avoir été toujours présent et toujours participatif, que ce soit ici en cours ou sur le chat. Et voilà, et je vous souhaite à tous vraiment une grande, grande réussite dans la mise en pratique de tous ces cours. Voilà, merci pour vos retours. 55% excellent, 30% très bien, 15% bien. Personne n'a trouvé ça médiocre. Je vous remercie.
Et je vous souhaite à tous vraiment une bonne fin de semaine, une bonne fin de cours et à très bientôt. Merci. Merci Gilles, merci à vous tous. Bonne fin de cours. Merci beaucoup. Et bonne fin de journée. Merci.